Je suis Jacques Trainer, je suis physicien, professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Et récemment, au mois d'août dernier, avec Georges Charpak et un collègue de l'École normale, Sébastien Balibar, nous avons pris une position contre ITER à la suite du triplement du budget. Et pourtant, nous ne sommes pas anti-nucléaires. Jean-Marie Brome, directeur de recherche au CNRS en physique des particules, faisant partie de toute cette mouvance qui travaille au CERN, donc sur un très grand équipement. Il est absolument évident que ITER ne participe d'aucune façon à aucune réponse concernant des enjeux énergétiques, concernant les enjeux climatiques. Et de ce fait, on peut vraiment s'interroger sur la pertinence qu'il y a de voter des budgets monstrueux pour un projet qui n'a jamais été soumis à ses pairs, qui n'a jamais obtenu de justification scientifique et qui simplement correspond à une image politique qu'on doit donner et qu'aujourd'hui on cherche à vendre. Donc moi je suis Philippe Chénaud, je suis conseiller régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur et j'ai été amené effectivement à décider ou non si la région allait mettre de l'argent sur ITER. Et quand on a été confronté à ce problème, on s'est aperçu que c'était un pari qui n'était pas intéressant. Et on a choisi notre piste. Au lieu de mettre de l'argent sur ITER, on a mis de l'argent sur les énergies renouvelables, les économies d'énergie. Et je viens raconter cette petite expérience-là au Parlement pour montrer qu'effectivement, non seulement on peut sortir d'ITER et arrêter le subventionnement public d'ITER, mais surtout on peut utiliser une autre piste beaucoup plus intéressante sur le développement des énergies renouvelables dont on a tant besoin. L'objectif de cette réunion, c'est de lancer un appel qui touche l'ensemble des groupes politiques et l'ensemble des pays européens pour dire arrêtons ce projet ITER. À travers ITER, c'est une façon d'aborder tous les choix de l'avenir. C'est une façon d'envisager le monde, de se le représenter. C'est une façon de s'interroger un peu sur notre civilisation. À la fin du sommet de Genève, sommet qui a traité essentiellement de la fameuse, rappelez-vous, de la guerre des étoiles induite par le président Reagan en 1983, qui a eu mort tenue, sommet qui n'a donné lieu à aucune déclaration finale, mais sommet durant lequel un des conseillers du président Gorbatchev lui a explicité qu'il serait bien, pour montrer la nouvelle entente qu'il pouvait y avoir entre l'URSS et les États-Unis, d'avoir un projet technologique qui dépasse largement les frontières et qui soit, d'une certaine manière, incontournable, étant pour le bien de l'humanité. Il se trouve que ce conseiller n'était pas un biologiste, mais était un physicien nucléaire engagé dans les programmes de tokamak en URSS. Et c'est ainsi que, même s'il n'y a pas de déclaration finale, à la fin du sommet, le président Gorbatchev a dit qu'il avait un projet avec le président Reagan de coopération sur la fusion nucléaire pour le bien de l'humanité. Je cite, le bien de l'humanité. Le projet ITER était né. Il n'est pas né par la volonté des scientifiques qui ont trouvé que leur étape de connaissance, la progression les menait à pouvoir dire maintenant, nous allons nous mettre ensemble pour travailler sur un projet de plus grande ampleur, comme ça a été fait par exemple pour le CERN en 1954. Ça a été bien entendu fait pour des raisons d'image politique dès le départ, et à aucun moment de ce projet, je peux en témoigner, je pense que Jacques en témoignera aussi, les scientifiques ont été associés à aucun moment sur la définition de ce projet, et surtout pas sur son financement. Il y a 4 problèmes à résoudre sur la fission. La stabilité du plasma, et c'est ça le problème que va faire ITER, c'est-à-dire travailler sur un problème de physique fondamentale. C'est pas du tout la production d'électricité, c'est pas du tout ça. C'est marginalement de faire des réactions de fusion, mais c'est essentiellement étudier le problème d'un plasma, d'un mélange de variétés d'hydrogène à 100 millions de degrés. Ensuite, le deuxième problème, c'est produire le tritium in situ. Il n'existe pas dans la nature, il l'a dit, donc il faut le fabriquer en permanence, il faut le fabriquer dans les parois. Donc c'est un problème de complexité. Le troisième problème, c'est la tenue des matériaux, et ça, c'est probablement le problème le plus difficile, si on veut faire de la fusion. C'est que dans la réaction de fusion, il y a un noyau d'hélium qui est produit, ça c'est très bien, on peut gonfler les ballons pour les enfants avec ça, mais il y a un neutron qui est très énergétique, qui lui n'est pas maintenu par le confinement magnétique, et qui va taper la paroi. Il est extrêmement énergétique, et il provoque des réactions nucléaires à l'intérieur de la paroi, et dégrade ses propriétés mécaniques.
Donc si vous voulez, pour le moment, on s'intéresse aux propriétés du plasma, mais la casserole dans laquelle faire éventuellement des réactions nucléaires, on ne sait pas la faire. Parce qu'on n'a pas les matériaux qui tiennent mécaniquement à ce bombardement de flux de neutrons qui aura lieu non pas pour ITER, parce que ITER ne va pas faire ça, mais dans les étapes ultérieures pour la fusion. Et si vous ne résolvez pas le problème des matériaux, de l'enceinte, jamais vous n'aurez de réacteur. Il faut absolument savoir faire la casserole dans laquelle vous mettez le soleil. Comme vous l'avez dit, je suis membre de la commission de budget, donc je vais vous parler un peu des chiffres, bien que je vois que vous en savez presque plus que nous en commission de budget. Le coût du projet, il a dépassé les estimations initiales. En commission de budget, nous avons demandé les raisons pour que ce coût ait dépassé les estimations, et la réponse a été que cette augmentation était due notamment au coût associé à des facteurs qui n'étaient pas prévus en 2001. Par exemple, l'augmentation des prix des principales matières premières, acier, béton, cuivre, la mise en place de l'agence Fusion for Energy et la complexité de la gestion d'un projet qui implique 7 partenaires. Je pense que vous allez en parler sur la gouvernance de ce projet. Et en juin 2010, ils ont mis en place un groupe de travail dont l'objectif était de compléter et de sécuriser les éléments financiers et de proposer des solutions concrètes pour répondre aux besoins financiers supplémentaires pour 2012-2013 et surtout pour améliorer la gouvernance de Fusion for Energy. C'est vrai qu'il y a eu des négociations assez difficiles et la Commission européenne, le 20 juillet, avait proposé au Parlement et au Conseil, donc aux autorités budgétaires, nous avons codécision au budget, ils nous avaient fait une proposition pour pouvoir financer ces 1,3 milliard d'euros supplémentaires. Cette proposition visait à fournir d'un côté 400 millions d'euros en révisant le cadre financier pluriannuel, en abaissant le plafond 2010 des crédits d'engagement de la rubrique agricole. On enlevait 400 et on mettait 400. En complément de cette révision du cadre financier, il proposait aussi pour 2012 et 2013 des redéploiements pour une valeur de 460 millions d'euros en faveur d'ITER, mais en détriment du 7e programme de recherche. Et il restait une partie résiduelle, 540 millions d'euros, qui devait être assurée ultérieurement lors de la dernière conciliation de budget que, comme vous savez, a échoué. En 2003, il y avait 2 élus écologistes, et donc nous, on avait proposé un autre pari, c'est d'investir la même somme, les 170 millions d'euros, dans les énergies renouvelables et la sobriété énergétique. Donc d'un côté, il y avait 2 élus écologistes, et de l'autre côté, il y avait 120 élus regroupant l'ensemble de toute la mouvance politique. Évidemment, le résultat des votes était clair, on a perdu. Mais on a quand même gagné un petit quelque chose, on a gagné le fait que, quand même, à valider que pour chaque euro dépensé pour ITER, on investirait 1 euro sur les énergies renouvelables et la sobriété énergétique. Donc il y avait déjà un peu de doute dans l'esprit de nos collègues. Et on a construit un programme qui, en 4 ans, nous a permis d'investir 70 millions d'euros donc sur ces énergies renouvelables et sur cette sobriété énergétique. Avec que ces 70 millions d'euros, on a pu améliorer la qualité de vie des habitants avec des logements mieux isolés, mieux chauffés et moins coûteux pour les habitants en charge. En même temps, on a pu développer de nombreuses activités économiques et des emplois. En 4 ans, on a pu développer l'éducation à l'environnement et à la prise en compte non seulement des problématiques énergétiques, mais aussi des problématiques de gestion de l'eau, des déchets, des déplacements. On a fait, comment ça s'appelle, de l'écologie. Nous avons économisé de l'énergie fossile, nous avons contribué à diminuer la production de gaz à effet de serre. À titre indicatif de mémoire, on doit être à 25 millions de kilowatts d'énergie primaire économisée, ce qui montre encore que là, on ne résout pas tous les problèmes, mais on arrive au concret quand même. Mais aujourd'hui, en tant que scientifique, habitué aux grands projets comme le CERN, je ne peux dire qu'une chose, aujourd'hui, ITER, d'un point de vue strictement scientifique, entretient une illusion scientiste. Je ne peux pas cautionner ce genre d'approche qui est simplement d'essayer de dévoyer, et je tire mes mots, de dévoyer une partie de la science, la physique des plasmas, au service d'une idée politique, d'une image politique, qui est aujourd'hui parfaitement dépassée.
Alors, ce qui était important pour moi ce soir, c'est qu'au niveau de ce colloque, il n'y ait non pas les associations qui viennent de l'extérieur, mais il y ait les décideurs au niveau du Parlement. Dans les décideurs au niveau du Parlement, il y a eu les gens de la Commission qui sont venus s'informer, qui ont été d'ailleurs un peu perturbés puisqu'ils sont venus me voir à la fin pour me dire « j'ai appris quand même des choses sur le calendrier, vous voyez, entre ce projet ITER, le projet après qu'il faut d'un réacteur de démonstration et enfin le projet pour carrément fabriquer l'électricité. » Ils ne pensaient pas que ça soit aussi long et surtout qu'au niveau du deuxième réacteur test, le réacteur de démonstration, eh bien, on n'avait pas la casserole, en quelque sorte, vous voyez, qui était capable de contenir ce plasma à haute température. Donc ça montre bien qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs.